Je sais, le premier épisode vous a énormément plu, et bien vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce deuxième épisode des 50 faits sur le Shonen Jump qui sera plus axé sur l'histoire et les origines du magazine. Les fondements, les premiers succès du magazine, son fonctionnement, les œuvres cultes qui ont permis la naissance des classiques que l'on connaît mieux. Bien qu'il ne soit pas issu du Jump, on va quand même parler d'Ashita Nojo tellement son influence a été bien plus immense qu'on ne le pense. Vous n'êtes pas prêts encore une fois. Si vous avez soif de connaissances sur un sujet comme le Jump qui me fascine énormément, vous êtes au bon endroit puisque vous allez forcément apprendre quelque chose dans cette vidéo. C'est parti mon kiki, bonhomme! Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner car il y aura plusieurs épisodes de ce type, ce n'est que le début d'une longue série vraiment. Tu peux également retrouver tous mes réseaux sociaux en description. Allez sur ce, place au générique. Salut à tous et Otakult, comme vous l'avez compris on se retrouve enfin pour le retour de la série consacrée aux 50 faits, secrets et anecdotes sur le célèbre Weekly Shonen Jump. Comme toujours inutile de vous préciser que je me base sur aucune rumeur, tous les faits sont avérés et confirmés. Avant d'aller plus loin je vous invite à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine, c'est le meilleur moyen pour répondre à toutes vos questions. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir 50 anecdotes sur le Weekly Shonen Jump ainsi que sur les mangas qui ont façonné sa légende, qu'ils soient connus ou non. Tout d'abord, si le Jump est principalement connu pour ses mangas à succès qui ont fait le prestige du magazine, il faut savoir que beaucoup de nouveautés se traduisent également en échecs, c'est environ une dizaine de mangas qui sont annulés chaque année. On va maintenant revenir sur les origines du Shonen Jump pour comprendre en quoi son impitoyabilité en a fait son succès. Donc commençons par la base, vous ne le savez probablement pas donc autant mettre la lumière sur ces hommes de l'ombre. Sachez que les 4 membres fondateurs du Shonen Jump sont Tadatsu Nagano, Yusuke Nakano, Shigeo Nishimura et Tsuneo Kato. Fait important à souligner, les classements du Jump sont basés sur un sondage de popularité dans lequel les lecteurs peuvent voter chaque semaine pour les 3 séries qu'ils ont préférées dans le numéro concerné. Cela dit, les éditeurs ont toujours le dernier mot sur l'issue des classements, j'entends par là qu'ils peuvent toujours influer sur ce dernier pour mettre telle ou telle série en avant d'une semaine à une autre. Cela dit, parfois les lecteurs pouvaient aussi voter pour autant de séries qu'ils le désiraient, et si moins de 5 séries ressortaient, cela indiquait à la rédaction que le catalogue du magazine n'était pas assez attrayant. Des réunions pouvaient alors mener à l'annulation de certaines séries. Comme révélé dans le roman Jump l'âge d'or du manga, principalement dans les années 70 à 90, être populaire dans le Jump était parfois plus important qu'assurer les bonnes ventes d'une série. Les tirages et les ventes du magazine étaient tellement importants que la rédaction ne pouvait pas se permettre de garder des séries enchaînant les mauvais classements, démontrant un désintérêt total des lecteurs des séries concernées. Donc même si le marché a évolué depuis, on comprend un peu mieux les annulations récentes de Phantom Seer et Ayashimon qui se vendaient bien. Si la recette du magazine a été bonifiée avec le temps et au fil des générations, la rédaction a toujours plus ou moins gardé ses grands principes. Dans un premier temps, cibler un jeune lectorat âgé entre 7 et 15 ans en priorité, inclure dans chaque numéro une enquête auprès des lecteurs pour obtenir des données objectives et mieux connaître son lectorat, publier uniquement des mangas, s'efforcer de publier et de faire évoluer de nouveaux auteurs, établir un contrat d'exclusivité avec ces derniers, et enfin, le dernier principe, un manga est généralement le fruit d'un travail basé sur la collaboration d'un mangaka et de son éditeur, aussi appelé tanto. Le tanto est parfois tout aussi essentiel à un système de prépublication que l'auteur. Il faut savoir que chaque série est placée sous la responsabilité d'un éditeur qui sera chargé de superviser le travail de son mangaka, veillant à ce qu'il respecte les délais pour rendre ses planches, le conseillant sur les orientations à prendre pour son manga, tout en lui donnant simplement son avis sur les idées qui lui sont confiées. C'est en quelque sorte le premier lecteur du mangaka. Shihei est entre autres le plus populaire d'entre eux, puisqu'il a notamment travaillé sur Chainsaw Man, Spy Family, Dandadan, Blue Exorcist et j'en passe. Tous de grands succès, à ce niveau-là ce n'est pas le fruit du hasard mais celui d'un réel talent. Au lancement du Shonen Jump, le magazine phare était le Shonen Magazine qui détenait tous les plus gros succès de l'époque, principalement Ashita Nojo et Kyoji no Oshi. Les éditeurs du Jump eurent beaucoup de mal à attirer les auteurs stars de l'époque, c'est ainsi qu'ils s'efforcèrent de publier des mangakas inexpérimentés qui deviendront plus tard les légendes que l'on connaît aujourd'hui. Forcément il fallait se démarquer et trouver d'autres solutions, le Jump fut ainsi le pionnier à instaurer un système de concours pour dénicher les nouveaux talents, encore un point qui le démarqua des autres et qui l'aida à façonner son succès. Il y a 3 façons pour un mangaka de se faire publier dans le magazine. Le plus rentable et avantageux reste de devenir l'assistant d'un mangaka déjà publié afin de gagner de l'argent, de l'expérience et des contacts. La seconde est d'apporter son projet directement dans les bureaux de Shueisha avec les storyboards des 3 premiers chapitres, ou alors les envoyer par internet dans le cas où, selon les régions, il ne serait pas possible de les remettre en main propre. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une 4ème solution, avec les tremplins qu'offrent les concours pour les auteurs. Ce qu'il est important de souligner reste que les auteurs ont généralement 10 chapitres pour convaincre, gagner en popularité et trouver leur public. Ils commencent à réellement gagner de l'argent seulement quand le premier volume de leur série sort en librairie, car ce qu'ils gagnent à leur début n'est pas assez rentable. Ils ont du matériel à acheter constamment, des assistants à payer de leur poche s'ils peuvent s'offrir un tel luxe. Autrement dit, les débuts d'un nouvel auteur dans le Jump peut s'apparenter très rapidement à un véritable enfer.
Mais revenons sur les fondations du Shonen Jump. Et si je vous disais qu'Ashita Nojo a joué un rôle majeur à la fois dans le développement de la lignée éditoriale du Shonen Magazine, mais aussi dans celle du Shonen Jump. Pour cela, il faut bien évidemment remettre les choses dans leur contexte. Dans la fin des années 60 et le début des années 70, 3 mangas affichent une popularité monstrueuse. En premier plan, Ashita Nojo. La misère sociale qu'il dépeint résonna dans l'âme de nombreux jeunes de l'époque et devint le symbole marquant de principaux mouvements de contestation sociale, ce qui incitera la rédaction de Shonen Magazine à s'orienter vers davantage d'œuvres de ce genre, un type de manga plus mature s'adressant à la fois aux jeunes mais aussi aux adultes plus adeptes du style Gekiga. Ainsi, le Shonen Magazine s'écarta totalement du shonen plus classique, ce qui offrira une voie royale aux éditeurs de Shonen Jump pour proposer un magazine complémentaire à la nouvelle tendance menée par Ashita Nojo, en proposant des séries qui parleront principalement à un jeune public. Oui, je sais, j'arrive à propagander sur Ashita Nojo dans une vidéo sur le Jump. Je pense qu'on ne réalise pas assez l'impact que ce monument a pu avoir sur l'industrie du manga et de l'animation, en plus d'avoir un impact sociétal conséquent, donc j'en profite pour en glisser une dernière. Ashita Nojo faisait partie des mangas préférés des fondateurs du Jump, avec encore une fois Kyoji no Oshi, mais aussi Dororo et Kamuiden. Il y en avait d'autres mais je vais pas tous les citer, c'était les principaux. Mais comme vous le savez, le Jump ne tardera pas à contre-attaquer et à concevoir ses propres classiques, et il est maintenant temps d'aborder une des œuvres les plus importantes de toute l'histoire du Shonen Jump, j'ai nommé Otoko Ippiki Gakidaishi. Vous êtes familier au système de one-shot sur lequel le Jump s'appuie quasiment chaque semaine? Eh bien ce concept a convaincu les éditeurs du Jump grâce à l'énorme succès du one-shot d'Otoko Ippiki, qui de base ne devait juste qu'être une histoire courte visant à remplacer l'absence du titre Shishi no Tamashi, un célèbre manga de sport centré sur le baseball datant des débuts du magazine. Le succès foudroyant du one-shot poussera les éditeurs à lancer la sérialisation d'Otoko Ippiki Gakidaisho, une œuvre signée Hiroshi Mitomiya, un manga inconnu en France, faisant pourtant également partie des précurseurs du genre Neketsu. Il deviendra vite l'un des 3 grands piliers du Jump aux côtés de Shishi no Tamashi, mentionné à l'instant, mais aussi de l'école impudique, qui venait du genre Aishi. Mais je me dois de m'attarder sur le cas d'Otoko Ippiki, afin que vous puissiez mettre quelques images et des mots sur la grandeur de cette œuvre et l'influence majeure qu'elle a pu avoir sur le Jump. Son succès était si grand que malgré une fin prévue en 12 volumes, la Shueisha incitera l'auteur à continuer jusqu'au 20e volume. Le manga figurait quasiment systématiquement sur chaque couverture du Shonen Jump. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie, mais c'est comme si aujourd'hui, One Piece faisait la couverture du magazine quasiment tout le temps ou au moins une fois sur 2. La série d'Hiroshi Motomiya aura eu un impact considérable dans l'histoire du magazine, puisque Otoko Ippiki influencera de nombreux auteurs et mangas comme Rin Kakero, Saint Seiya, Kinnikuman, Hokuto no Ken et j'en passe, tous d'énormes succès. Je me dois de continuer sur cet homme puisqu'il est en partie responsable du succès de Koshikame, mais surtout de sa longévité, puisqu'à l'époque Koshikame n'avait pas encore d'intrigue. Il conseilla par exemple son auteur Osamu Akimoto de s'inspirer du Yonkoma Sazae-san, notamment réputé pour être l'anime toujours en cours le plus long du monde avec plus de 2500 épisodes. Koshikame prendra donc une direction tranche de vie et ce choix laissera libre cours à Osamu de dessiner ce qu'il souhaite. Résultat, son œuvre s'étalera sur 40 ans de publication, compilée en 201 volumes. Et son influence est loin d'être finie. Dans les années 80, porté par le populaire Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, les comédies romantiques sont clairement la tendance de l'époque. Le Jump comptait de base surfer sur la vague, mais Motomiya était contre cette idée. Il conseillera à la rédaction de s'orienter sur de l'action, de la bagarre et des œuvres plus viriles, ce qui donnera naissance à Hokuto no Ken quelques semaines plus tard. Et comme tout est lié dans le Jump, Bronson, le scénariste d'Hokuto no Ken, était un ancien assistant de Motomiya. Quant à Tetsuo Hara, le dessinateur d'Hokuto no Ken, son choix de devenir mangaka a fortement été influencé par le fait qu'il adorait Otoko Ippiki. Un amour si grand qu'il ira même jusqu'à réaliser un manga en son honneur, Takeki Ryusei, paru en 1995 dans le Jump, directement inspiré par ce dernier. Et c'est la même chose pour Masami Kuromada, l'auteur de Saint Seiya et Rin Kakero principalement, devenu mangaka grâce à cet homme. Otoko Ippiki l'ayant tellement marqué, il fera de même en lançant en 1984 un manga intitulé Otokozaka de 11 volumes, également paru dans le Jump pour lui rendre hommage. Et d'ailleurs lors du lancement d'Hokuto no Ken, la tendance du Jump de l'époque s'orientait sur des œuvres plutôt ancrées dans la réalité, ou alors avec des pouvoirs, mais ce dernier apportera un ton bien plus dur dans le magazine, en consolidant ses fondations tout en apportant un univers bien plus vaste. Et pour finir avec l'immense héritage d'Otoko Ippiki, voici quelques autres mangaka qui étaient d'anciens assistants d'Hiroshi Motomiya, à savoir Yoshihiro Takahashi, l'auteur de Jinga Nagere Boshijin, Akira Miyashita, l'auteur de Sakigake Otokujoku, ou encore Tatsuya Egawa, à qui l'on doit Golden Boy et la comédie Magical Taro Tokun. Toutes ces œuvres furent de grands succès de leur époque et de leur génération, et marquèrent à leur tour l'histoire du Jump. Mis à part ça, on parle beaucoup du fond, mais dans la forme, un Jump ça donne quoi? Particulièrement bon marché, peu cher, imprimé en grand format mais sur du papier recyclé. De ce fait, la qualité des pages est de piètre qualité, puisqu'il vise une consommation rapide ayant pour but de pallier l'attente entre la sortie de chaque volume relié, de chacune des séries. Si en France on idéalise souvent certains numéros du Jump comme de véritables pièces de collection, au Japon c'est tellement banal qu'il n'est pas rare de retrouver des numéros à la poubelle, ou par exemple sur des bancs pour que d'autres personnes puissent en profiter. Un système éditorial impitoyable dont certains gros succès ont déjà fait les frais. Je pense notamment au manga Shaman King qui avait connu une annulation malgré 6 ans de parution, laissant ainsi les lecteurs avec une histoire inachevée.
Fort heureusement pour les fans de No Shaman, son auteur Hiroyuki Takei aura l'opportunité de finir son histoire et donc de mener Shaman King à son terme quelques années plus tard, mais bien évidemment pas dans le Jump, parce que les éditeurs sont des gros chiens, vous avez capté. Toujours concernant Shaman King, il s'agit d'un rare cas, peut-être même le seul, d'un manga de la Shueisha dont les droits ont été rachetés par un autre éditeur, la Kodansha, qui est en plus son rival historique, c'est la même vague que Luis Figo qui trahit le Barça pour rejoindre le Real Madrid, c'est une dinguerie. D'ailleurs, Hiroyuki Takei, donc l'auteur de Shaman King, et Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, étaient au passage d'anciens assistants de Nobuhiro Watsuki sur son célèbre manga Kenshin le Vagabond. Bon, quelque chose me dit que vous kiffez ce genre d'anecdote, alors accrochez-vous bien pour celle-ci. Tsukasa Ojo, auteur de City Hunter et Cat's Eyes, est le sensei de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk entre autres, qui avait lui-même comme assistant Yasui Sahara, auteur de Kingdom, et qui avait lui-même comme assistant Toshimitsu Matsubara, l'auteur de Rikudo. J'ai l'impression d'avoir énoncé les meilleurs ingrédients possibles pour un tacos de roi là. Grosse Poche est le fruit d'une collaboration entre Eiichiro Oda et Akira Toriyama, son idole, une histoire courte réalisée pour célébrer les 10 ans de One Piece. Dans la même veine, un épisode crossover faisant honneur à Toriko, One Piece et Dragon Ball fut diffusé le 7 avril 2013 au Japon. Si de nos jours les nouvelles séries font systématiquement la couverture du magazine pour marquer leur premier chapitre de lancement, ça n'a pas toujours été le cas, d'autant plus quand on remonte dans le temps. Bakuman a par exemple fait la couverture du Jump pour la première fois pour son deuxième chapitre, Oshikame pour son 10e, tandis que le collège Fufufu aura dû attendre son 73e chapitre pour obtenir une couverture qui lui est entièrement dédiée. Sur l'avant-dernière planche de Naruto, Masashi Kishimoto a rendu hommage à One Piece avec un graffiti du logo des Mugiwara sur la sculpture du nouvel Hokage, une symbolique immense qui témoigne surtout du respect réciproque qu'il voue à Eiichiro Oda, et inversement, Eiichiro Oda avait rendu hommage à son ami avec un joli clin d'œil, puisque l'on peut apercevoir de façon assez subtile Naruto partageant un repas avec Luffy sur l'illustration d'ouverture du chapitre 766 de One Piece. Pour célébrer les 20 ans de One Piece, le Shonen Jump numéro 33 de 2017 avait su se montrer à la hauteur de l'événement. En effet, puisque chaque chapitre des mangas de ce numéro avait glissé un petit chapeau de paille plus ou moins subtilement, tous les auteurs et toutes les séries s'étaient prêtés au jeu pour rendre hommage au chef-d'œuvre d'Eiichiro Oda. Et oui, j'ai bien dit toutes, même Hunter x Hunter qui n'était pas en pause dans ce numéro-là. Dans le même esprit, le numéro contenant le chapitre final de Koshikame contient également de nombreux clins d'œil à la comédie iconique du Shonen Jump. Chaque mangaka du magazine avait dessiné une case avec un des personnages abordant les sourcils typiques de Koshikame. Vous le savez, en ce moment je suis à fond dans Gintama, et bien c'est parti pour une petite session anecdote. Gintama n'aurait pu jamais voir le jour. Sachez qu'Hideaki Sorachi, l'auteur de la série, envisageait de base de publier un manga inspiré de la saga Harry Potter, adapté à la sauce japonaise, et ce sans même connaître réellement la licence. Mais Monchichi Onichi, son responsable éditorial, n'étant pas convaincu par l'idée, ce qui n'est pas étonnant, le poussera plutôt vers le genre historique, centré notamment sur le Shinsengumin, et après de longues prises de tête avec son éditeur, Sorachi changera radicalement le ton de ce projet pour donner naissance au futur classique que deviendra Gintama. Il révélera également dans le tome 2 de Gintama qu'il pensait que sa série serait axée rapidement, mais finalement il s'est trompé totalement puisqu'elle rencontrera un succès immédiat. Le premier tirage prévu par la Shueisha était même bien trop faible. Des réimpressions seront lancées instantanément quelques jours après la sortie du premier volume, le 2 avril 2004, après de nombreuses ruptures de stock à travers tout le Japon. Pour autant, cela n'a pas empêché certains japonais d'être plutôt réfractaires à l'idée de se procurer les volumes de Gintama, un titre basé sur un terme inventé par l'auteur signifiant âme d'argent. Or le terme Kintama, assez proche, désignant quant à lui les testicules. Ce manga me fume de rire jusque dans ses origines. Et enfin, pour boucler la boucle justement, les origines de Gintama reposent essentiellement sur Slime Rider, une histoire de l'auteur qui n'aura jamais été publiée. Elle sera restée au stade de conception de personnages. Par exemple, l'héroïne devait régulièrement se fourrer les doigts dans le nez pour éviter de péter les plombs. On est carrément sur du Gintama là. L'excellent Clément de Norihiro Yagi n'est pas un manga issu du Shonen Jump, mais pourtant, ce dernier y avait publié 4 chapitres sous un rythme mensuel entre le mois de juin et octobre 2007. La raison étant l'arrêt de publication du Monthly Shonen Jump, son magazine initial. La série s'achèvera ensuite en 2014 dans le Jump Square. On repart sur quelques anecdotes intéressantes sur One Piece, dont celle-ci qui est plus ou moins incroyable et plus ou moins connue. Alors vous l'ignorez peut-être, mais les supernovas n'étaient initialement pas prévus dans le manga. Après avoir rendu le script de l'arc Shabondi à son éditeur, ce dernier jugera qu'il lui manque ce petit plus. Oda décidera alors de créer le concept des supernovas en l'espace d'un jour, donnant naissance à une génération terrible de pirates afin de pimenter son arc. Un fait aussi surprenant que remarquable, lorsque l'on sait à quel point ces derniers sont désormais au cœur de l'intrigue, principalement Trafalgar Law bien sûr, d'où l'importance des tantos que je soulignais précédemment. Dans un registre différent mais tout aussi admirable, Zoro devait à l'origine être garde du corps de Baggy, finalement il deviendra le bras droit de son capitaine Luffy, encore un revirement de dernière minute de génie de la part d'Eiichiro Oda. Avec Dr Stone et son spin-off Dr Stone Reboot Byakuya, Boichi est l'un des rares auteurs si ce n'est le seul à avoir publié 2 séries différentes en simultané dans le magazine. Je ne compte bien sûr pas certains chapitres spéciaux puisque par exemple, Eiichiro Oda a déjà publié un chapitre de Strong World en parallèle d'un chapitre hebdomadaire, je parle bien d'une telle performance sur plusieurs mois. La romance We Never Learn a connu une fin de publication unique dans l'histoire du Jump, puisqu'en effet, et sans vous spoiler, l'auteur Tsutsui Taishi avait proposé 5 fins alternatives afin de satisfaire les attentes de tous ses lecteurs, donc le choix est plutôt cool.
Et enfin pour finir, vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais dans le volume relié du 53e tome de One Piece, la page de couverture du chapitre 519 est grisée, et c'est bien la seule et l'unique de toute la série. La raison, Eiichiro Oda avait tenu à rendre hommage à Dragon Ball, l'œuvre du grand Akira Toriyama s'étant écoulée en 519 chapitres. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. En attendant les prochains, n'hésitez pas à me faire part des anecdotes qui vous ont le plus surpris dans cette sélection. Sur ce, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains, puisque ce n'est que le début d'une longue série encore une fois. 3 épisodes sont déjà prêts de mon côté. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Twitch, Twitter, TikTok et Instagram principalement, sans oublier la chaîne secondaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Partyの主役